Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur le podcast de Parlons Céto, dédié à l'alimentation cétogène. Ce podcast, c'est un moyen pour nous de partager avec vous notre vécu, nos astuces et notre pratique individuelle de l'alimentation cétogène dans une société qui devient de plus en plus accro au sucre. On partagera également avec vous nos petites recettes de cuisine pour vous donner un aperçu savoureux de cette alimentation qui se veut avant tout gourmande. Et puis on répondra à vos questions si vous en avez à la fin de chaque épisode pour vous donner un coup de pouce sur votre adaptation. Ce podcast, il est de nous à vous pour vous informer, vous accompagner. Allez hop, c'est parti! Bonjour à tous, bienvenue dans ce 9e épisode de Parlons Céto. Je m'appelle Leïla et je suis accompagnée de mes céto-copines, Débo. Salut. Nadège. Bonjour. Et Ludo. Salut. Nadège est en mode robot. Automatisme. Au menu du jour, du gras. Et oui, on va parler des lipides aujourd'hui. C'est un sujet qu'on a déjà abordé dans le podcast, sur pas mal d'épisodes. Mais comme ça devient en céto notre source principale d'énergie, on se disait qu'il méritait quand même un épisode à part entière. Alors, on va commencer par les sources de lipides. Alors, tu les trouves où, toi, tes sources de lipides, Leïla ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les lipides, ils proviennent soit d'aliments qui sont du règne animal, soit d'aliments qui sont du règne végétal. Donc, pour les sources animales, par exemple, est-ce que vous avez des idées ? Le beurre. Le beurre, ouais, effectivement. La viande. La viande, ouais, parce que la viande, c'est pas que du muscle, il y a également des lipides dedans. Donc, effectivement, dans la viande, par exemple, dans un steak haché, d'ailleurs, il y a écrit 15% de matière grasse dessus quand vous l'achetez, c'est des lipides. Dans les basses-côtes, les entrecôtes, les côtes de bœuf, les côtes de porc, tout ce que vous voulez, on va retrouver des lipides. On va en trouver également dans certains abats. Alors, je sais qu'on n'est pas tous fans des abats, mais bon, quand on mange de la cervelle d'agneau, par exemple, ou de la cervelle de veau, c'est essentiellement des lipides qu'il y a dedans. D'ailleurs, c'est très très bon. On en retrouve également dans les gésiers, le rognon, et puis dans la graisse des animaux. Donc, quand c'est de la graisse de porc, le saindoux, ou bien de la graisse de bœuf, le suif, ou bien de la graisse de canard, et comme disait Débo au début, dans le beurre. Et ensuite, nos amis les plantes sont aussi des sources de lipides, et on en trouve de plein de sortes différentes. On a des lipides dans les fruits, par exemple l'avocat, la noix de coco, les olives, et on a également des lipides dans les noix, les amandes, l'huile d'amande, hein, donc l'huile d'amande douce, bon, c'est vrai qu'on n'en mange pas, mais est-ce qu'on mange de l'huile d'amande ? Ouais. Enfin, moi, j'hésiterais pas. C'est vrai ? Oui. Mais c'est pas amer ? Je cuisine au karité. C'est vrai ? Ouais. Ok. Donc, voilà, du coup, le karité, on l'a oublié. L'huile de noisette, il y a l'huile d'argan, ouais. Mais alors, c'est plus une graine qu'une noix, même si ça a la forme d'une noix, c'est la graine qui est à l'intérieur qui est broyée. On a également l'huile de noix, hein, tout simplement. L'huile de macadamia aussi, on trouve de plus en plus maintenant dans les magasins bio, l'huile de macadamia, de noix du Brésil aussi, ça commence à arriver un peu sur le marché. D'accord. Oui, moi je connaissais pas. Et puis peut-être aussi des huiles qu'on a plus l'habitude de retrouver au supermarché, l'huile de colza, donc qui sont issues de graines, hein, l'huile de colza, l'huile de tournesol, ou bien aussi. Oui, l'huile de lin, oui. Et également des huiles issues de légumineuses, donc l'huile de soja, ou plus simplement qu'on en trouve plus facilement l'huile d'arachide. Ouais. Ouais, l'arachide, ouais. Et je suis en train de penser, mais du coup, je sais pas si c'est une graine ou quoi. Au Togo, j'ai vu de l'huile de coton. Ah ouais, oui, Je sais pas j'ai si déjà c'est la vu graine ça. ou pas. Si c'est la graine ou mais pas, ça se mange ou ça s'enduit? Du coup, je sais pas du tout, mais j'ai vu de l'huile de coton. Ça existe. Ah ouais. Je sais que j'en ai trouvé à Aromazone, il y a de l'huile de coton, alors en cosmétique. Alors, là il y a les filles qui rigolent parce que moi je passe ma vie chez Aromazone pour mes huiles. Mais oui, il y a l'huile de coton, effectivement. Après, en consommation, je sais pas, je peux pas dire, faut aller sur le site. Hein. Ou faut goûter si j'ai pas quelqu'un d'action veut. chez Aromazone, hein, mais
il y a là. pas mal de choses. Ouais. Alors, ensuite, une fois qu'on a fait le tour des sources de lipides, on peut se poser la question de quels sont finalement les bienfaits de ces lipides-là. Et avant de répondre à cette question, il faut comprendre qu'il y a plusieurs sortes de lipides. Ce qu'il faut savoir, c'est que les lipides se décomposent en acides gras. Et il y a plusieurs sortes d'acides gras. Alors, premier exemple, les acides gras saturés, effectivement. Donc, les acides gras saturés, c'est... Le diable. Bah, c'est ce qu'on nous dit. En fait, C'est à ça. longueur de journée, les médias nous disent attention, les graisses saturées pour votre cœur, pour votre cholestérol, pour votre santé. Voilà. Ouais, clairement, en fait, c'est des graisses qui ont été longtemps diabolisées, hein. On est d'accord. C'est ça, parce que on les jugeait responsables des maladies cardiovasculaires et également du coup des crises cardiaques qui arrivaient dans le monde. Et en fait, ce qu'on a appris depuis maintenant quelques années avec des études scientifiques bien menées, on va dire, c'est qu'au final, toute cette soi-disant science sur laquelle se basent aujourd'hui nos recommandations nutritionnelles, en fait, c'est un peu du bullshit. Et clairement, aujourd'hui, il y a une étude qui est parue qui indique qu'il n'existe aucune preuve que les graisses saturées sont responsables des maladies cardiovasculaires. Surtout, Leïla, ce qui laisse encore un peu le doute sur les graisses saturées, c'est que finalement, les graisses saturées, elles sont aussi énormément issues, pour la majorité, des animaux, finalement. C'est des graisses animales. Ouais. Et avec la tendance de consommer moins de viande, moins d'animaux, ça entretient encore aussi un peu cette fausse croyance que les graisses saturées seraient mauvaises pour la santé, en fait, finalement, je crois. Ouais, mais tout à fait. Donc, comme tu l'as dit, donc les graisses saturées, on en trouve principalement dans les aliments qui appartiennent au règne animal. Et donc voilà, donc les graisses saturées, ça va être le beurre, le gras contenu dans le bacon, le gras des œufs, les lipides qui sont dans les œufs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme graisses saturées qui nous sont... tout ce qui est les graisses des animaux, quoi, la graisse de canard, la graisse d'oie, le saindoux, le suif, tout ce qui provient finalement de l'animal va être saturé. Ouais. Ah, il y a l'huile de coco. Oui. L'huile de coco qui est exception. Ouais. Qui va être solide naturellement. À température ambiante. Et c'est vrai que ça a été diabolisé pendant des années. Les graisses saturées pour le cœur. Moi, je sais que ma mère, elle a eu des soucis de cœur. Elle est allée dans une maison de repos où on lui a fait des menus spéciaux pour les personnes qui venaient se faire opérer du cœur. Et le matin, au petit déjeuner, pas de beurre. Encore à l'heure actuelle, c'était non pas au beurre parce qu'à cause des risques et que ce sont des graisses saturées. Et à la place, on leur foutait de la margarine avec de l'huile de palme bien hydrogénée pour bien te bousiller la santé. Enfin, c'était un truc de fou. C'est un paradoxe incroyable. Alors que de nos jours, on le sait que le beurre n'est pas néfaste. Mais alors à la place, en plus, on mettait une putain d'huile de palme hydrogénée, et alors ça, il y a de quoi rager, quoi. Donc c'est vrai que là, c'est quand même une idée reçue qu'a la vie dure encore aujourd'hui, quoi. Les graisses saturées, non, c'est pas interdit, au contraire, c'est bon pour la santé. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, tu as parlé d'un truc, là, tu as parlé d'hydrogénation. Et effectivement, en fait, c'est un des types d'acides gras qu'on retrouve, ce sont les acides gras trans. En fait, donc c'est des acides gras initialement insaturés, on n'en a pas encore parlé, mais on va en parler tout à l'heure. Donc par exemple, de l'huile de tournesol ou de l'huile de colza ou peu importe. Donc ces huiles-là, on va les travailler dans un process industriel et on va les hydrogéner. L'objectif de cette hydrogénation, c'est d'obtenir des graisses solides à partir de graisses liquides. Et de cette manière-là, avoir quelque chose qui soit beaucoup plus résistante à haute température, mais également avoir quelque chose qui a une durée de consommation beaucoup plus élevée, par exemple, que le simple beurre, quoi. Parce qu'au final, ta bouteille d'huile de tournesol, tu vas effectivement la garder plus longtemps, et quand tu vas regarder ta barquette de margarine, effectivement, elle aura une durée de consommation beaucoup plus importante que ton beurre, quoi. Et effectivement, ces acides gras trans, c'est une vraie saleté.
Enfin, c'est la pourriture en boîte, quoi. Exactement. Déjà, c'est un produit hautement transformé, parce que quand on fait de l'huile de tournesol, faut pas penser qu'on prend les tournesols, qu'on les presse et c'est fini. Non, ça marche pas comme ça. On utilise des solvants, on utilise plein de choses pour maximiser le taux de graisse récupéré dans le produit fini, le taux de ce qui est exploitable, quoi. Donc voilà, donc ces acides gras trans, eux, sont vraiment réputés pour être néfastes pour la santé, notamment par rapport à leur impact sur le taux de triglycérides. Et du coup, on en parlait avec l'huile de tournesol, donc il y a une autre catégorie d'acides gras qui sont, alors là c'est la Rolls-Royce des acides gras, c'est le top du top, tout le monde est d'accord pour dire que c'est les bons acides gras, c'est les acides gras insaturés. Et là-dedans, on va retrouver 2 catégories de nouveau, les monoinsaturés et les polyinsaturés. Bon, globalement, ce qu'on va retenir, c'est que ces acides gras, c'est les fameux oméga. On va retrouver les oméga 3, les oméga 6 et les oméga 9. Donc, où est-ce qu'on en trouve au final ces trucs-là ? Oméga 9, facile, on en trouve dans l'huile d'olive. On est tous la championne des huiles, celle dont on ne pourrait pas se passer en cuisine. Mais également dans de l'huile de macadamia. Chez Aromazone. Tout à fait, Ludo. Est-ce qu'il y a de l'huile d'olive chez Aromazone ? Oui, il y a de l'huile d'olive chez Aromazone. Il y a tout chez Aromazone. Toutes les huiles de la terre. Et donc, ensuite, on a les oméga 3 et les oméga 6. Donc, on en a parlé sur nos réseaux sociaux. Alors, ces oméga 3 et 6, eux, sont dits essentiels. Ça veut dire qu'on a besoin de les apporter via notre alimentation parce que notre corps en a besoin, mais il ne sait pas les fabriquer. Donc voilà, donc là-dessus, les oméga 3 par exemple, on va en trouver dans les noix de Grenoble, les graines de chanvre, les graines de lin, également dans les graines de chia, et on va aussi en trouver... Les huiles animales aussi, ouais. Morue, tout ça. Ouais, on va également en trouver, notamment dans les poissons gras au final, donc dans les maquereaux, les saumons, le hareng, le thon et les sardines, même si vous les achetez en conserve, il y aura quand même des oméga 3 dedans, donc c'est intéressant d'en consommer. D'autant qu'au final, sur les oméga 3 et les oméga 6, ce qui est important, c'est d'avoir un ratio cohérent et de ne pas surconsommer les oméga 6 qui sont eux réputés comme étant pro-inflammation, c'est-à-dire qu'ils vont générer de l'inflammation dans le corps. Et les oméga 6, ça va être l'huile de tournesol, l'huile d'arachide, où est-ce qu'on trouve aussi encore les amandes. Ça a fait débat d'ailleurs. Ça a fait débat parce que tout le monde s'est étonné qu'un aliment aussi commun dans l'alimentation cétogène soit finalement pro-inflammatoire, quoi. C'est ça. C'est un peu... Et donc on s'est dit oui, mais comment on fait, parce que quand même on mange beaucoup d'amandes et du coup ça il suffit juste d'en manger moins en fait. Donc effectivement, peut-être que les petits pains céto que vous faites, que vous continuez vous mangez tous les jours, peut-être que si, alors ça dépend du contexte forcément, mais si on a des problèmes d'inflammation, peut-être qu'il faut en manger moins, les réduire tout simplement. Puis il y a toujours moyen de contrebalancer de toute façon avec un apport en oméga 3 un peu plus élevé aussi. Tout à fait. Dire voilà, je vais avoir un ratio un peu plus raisonnable si je mange beaucoup de gâteaux cétogènes à base de poudre d'amande, je vais manger beaucoup de sardines. Plus de sardines. Je mets mes sardines dans mon gâteau. Alors, Nadège, futur challenge, nous faire un gâteau autour de la sardine. Alors attention, la saison 2, ça arrive. Voilà pour les oméga. Qu'est-ce que j'avais d'autre à ajouter sur les lipides ? Ah, j'ai failli oublier une source de glucides, celle qui ne provient pas de l'extérieur de notre corps, mais de l'intérieur. Ouais. Et oui, notre corps peut être une source de gras. Le gras est stocké sous forme d'adipocytes dans le tissu adipeux. Attends, ce que Lila veut dire, c'est elle parle du bidou, du popotin, des cuisses, de ce gras-là. Voilà, le petit bourrelet, tout ça. Et justement, d'ailleurs, un des objectifs qu'on peut avoir quand on est en céto, c'est de diminuer ce tissu adipeux. D'ailleurs, ne dit-on pas se nourrir de poignées d'amour et d'eau fraîche. Là, on est pile dedans. Je connaissais pas l'expression, mais elle est belle. C'est la version cétogène. D'accord. Bon, et d'ailleurs, du coup, c'est au final notre objectif
qu'il faut prendre en compte pour définir la quantité de lipides exogènes, c'est-à-dire ceux qu'on apporte via notre alimentation. N'est-ce pas, Ludo? Ouais, Leïla, la céto, c'est la vie en fait. Et comme dans la vie, on adapte ses outils à ses objectifs, à son chemin, aux obstacles, aux bonnes surprises, aux changements de plan. On n'a pas tous et toutes les mêmes objectifs, les mêmes fonctionnements. Donc déjà, on va déjà se dire que la base des bases, c'est qu'on ne mangera pas tous la même quantité en grammes de lipides. On est 4 autour de la table. Si on devait se demander chacune combien de grammes de lipides on consomme par jour, vous auriez 4 chiffres différents. Donc ça, c'est la base des bases. Moi, j'en sais rien. Donc la base des bases, c'est chacun consomme la quantité de lipides qui lui convient. Et elle est différente en fonction des personnes. Donc si je peux me permettre un conseil, si à des endroits sur Internet, vous lisez que pour tel résultat, il faut tant de grammes de lipides, fuyez. À partir du moment où on vous conseille une valeur de macro, sans vous avoir posé la question ne serait-ce que de votre taille, fuyez, vraiment fuyez. Pour conseiller des macros à quelqu'un, il faut au moins le connaître ou lui poser 2-3 questions. Donc, clairement, on se doute bien que la petite dame cinquantenaire d'1m50, plutôt sédentaire, et la basketteuse professionnelle de 22 ans et d'1m86 ne vont pas consommer la même quantité de lipides, en fait. Donc, c'est vraiment la base. Votre quantité de lipides, elle vous est propre. Ensuite, il y a d'autres paramètres que je vais appeler physiques qui vont rentrer en jeu, en fait. Il y a 2 éléments notamment qui vont pouvoir vous guider pour trouver votre bonne quantité de lipides à consommer. Le premier, c'est votre objectif, c'est-à-dire ce que vous attendez principalement de l'alimentation cétogène. Et là, je parle vraiment d'un seul objectif. Oui, il y a tous les bonus qui vont faire qu'on va continuer la céto, qui vont faire qu'on va apprécier la céto, mais quel est le résultat principal que vous attendez de la céto? Une fois que vous aurez répondu à cette question, ce sera ça votre objectif. Ensuite, par rapport à cet objectif, ou pas d'ailleurs, il faut essayer de savoir à quelle étape de votre parcours vous vous situez en fait en céto. Concrètement, si on revient à la phase du début, celle qu'on appelle la céto-adaptation, et dont on a parlé dans l'épisode 3, donc qui constitue les premières semaines de votre alimentation céto, on conseille en fait de manger à sa faim et d'être à un ratio en lipides le plus élevé possible. Et elle est bien là, en fait, la nuance sur la céto-adaptation. Le conseil, c'est bien d'être à ces 75-80% de calories sous forme de lipides pour soutenir, en fait, cette étape de transformation. Donc, en fonction de votre rapport en calories, ça fera des grammes de lipides différents pour chacun. Quelqu'un qui va consommer 2000 calories et quelqu'un qui va consommer 3000 calories en céto-adaptation, ça ne fera absolument pas le même nombre de lipides. Donc l'important, c'est surtout d'avoir à ce moment-là ces 75 à 80% d'apport calorique sous forme de lipides. Voilà, donc l'essentiel vraiment c'est ça, c'est ton apport calorique en céto-adaptation doit être majoritairement sous forme de lipides. Après la céto-adaptation, par exemple, si on est dans le cadre d'un amaigrissement ou plutôt dans un contexte plutôt thérapeutique ou juste même dans un contexte de bien-être, là, c'est cet objectif et vos résultats, vos sensations qui vont vous aider à affiner votre quantité de lipides à la hausse comme à la baisse. On va prendre un exemple tout bête. Peut-être que si vous avez commencé par exemple, et je prends un chiffre vraiment au hasard, à 110 grammes de lipides, que vous avez perdu du poids pendant 4-5 mois, tout se passait bien, vous étiez super contente, et puis boum, un plateau depuis 1 mois. Peut-être qu'à ce moment-là, au moment de ce plateau, ça va nécessiter que vous passiez, et là je donne vraiment des valeurs au hasard, hein, ça va peut-être nécessiter que vous passiez de vos 110 grammes de lipides initiaux à 80, 90 ou peut-être moins. La seule chose qui va donner la bonne réponse, c'est le fait de le tester, ça. De baisser vos lipides et de vous rendre compte que en baissant vos lipides, votre poids, il repart à la baisse. Ou alors, il faut aussi se le dire, ça peut être complètement le contraire. Peut-être que vos 110 grammes de lipides, en fait, ils ont marché au début et qu'en fait, maintenant, c'est plus assez. Il faut peut-être même les monter pour avoir cet effet soit sur la satiété, soit sur d'autres éléments qui vont faire que votre perte de poids, elle va reprendre en augmentant vos lipides. Ce que je veux vous dire là, c'est pas tant ce qu'il faut faire, monter absolument ou baisser absolument, c'est surtout vous montrer que
c'est ça l'effet levier. C'est soit en baissant, soit en montant la manette lipide qu'on obtient des réactions et des résultats différents. Là, on était sur l'amaigrissement. Et d'ailleurs, c'est des résultats hyper personnels, en fait. Complètement. Comme on n'a absolument pas les mêmes métabolismes, au final, c'est qu'en testant soi-même qu'on saura quelle est la bonne stratégie. Vraiment, là-dessus. Donc, c'est pour ça que là, je suis pas en train de vous dire le levier perte de poids, c'est absolument baisser ou absolument augmenter. Il faut tester sur vous. Vraiment tester. Pareil, là, on était sur de l'amaigrissement. Si on passe sur de la thérapeutique, les personnes elles vont plutôt chercher à augmenter de plus en plus leur proportion de gras pour avoir un rapport de lipides beaucoup plus élevé par rapport au reste de leur macro. Donc même si l'acéto quelque part ça reste magique, et je pense que vous le vivez, ce qu'il faut se dire c'est qu'il n'y a pas de formule magique. C'est le résultat qui va être magique en général, mais il n'y a pas de formule magique sur les lipides qui marcherait absolument sur tout le monde. On peut personnaliser les quantités de lipides presque à l'infini en fait. Si je prends l'exemple de notre ami Olivier, donc sur les réseaux sociaux c'est plutôt Low Carb Frenchy, qui fait des bornes et des bornes en vélo, qui soulève du poids tous les jours chez Domios, sans doute que sa quantité de lipides quotidienne, moi elle me ferait tomber à la renverse en fait. Bien que je fasse des dizaines d'heures de taekwondo par semaine, c'est un homme, il fait du sport d'endurance. Moi, je fais plutôt un sport d'explosivité. Je suis une femme, je suis peut-être plus petite que lui. Donc, on n'a vraiment pas les mêmes besoins en lipides. On mange les lipides de sa vie, de son corps, de son activité, de son objectif. Et je pourrais rajouter plein d'autres paramètres à ça qui vont influer sur votre quantité de lipides. Donc, pour couronner le tout, et au-delà de ces concepts théoriques, que sont le poids, la taille, les calories, les ratios, il va venir se greffer le plus important, la réalité, vos ressentis, vos résultats. Au fur et à mesure que vous allez avancer dans l'acéto, vous allez vous rendre compte qu'en dessus ou en dessous d'une quantité en grammes, ou parfois d'un ratio, ça dépend ce que vous allez capter, votre satiété, elle n'est plus la même, que votre sommeil, il va changer, votre humeur aussi, votre transit peut changer en fonction de la quantité de lipides. Donc tout ça, ce sont plein de signes qui vont vous faire dire à un moment donné avec l'expérience, ah là je suis trop bas en lipides ou je suis trop haute. Pareil, votre poids aussi, c'est aussi un indicateur à un moment. Donc je vous ai parlé de l'humeur, je parle souvent de l'humeur parce que faut pas l'oublier, l'acéto ça a de super effets sur tout ce qui est notre sphère cérébrale, cognitive, et chez moi je l'ai énormément vu en fait. Dès que je ne mange pas assez de lipides, et là je parle en ratio, je parle pas forcément en quantité, c'est-à-dire dès que je mange moins de grammes de lipides que de protéines, mon humeur elle se détériore vraiment. De la même façon, plus je monte mes lipides à un ratio au moins de 1-1 par rapport aux protéines, c'est-à-dire que si je mange au moins la même quantité de lipides par rapport à mes grammes de protéines, voire plus, hein. Mais là après ça devient la capacité à avaler plus de gras, parce que honnêtement chez moi à un moment ça devient un bain d'huile et là c'est juste plus ragoûtant du tout. En tout cas le message que moi je veux faire passer, c'est que moi quand j'augmente mes lipides, ma satiété elle augmente, c'est à dire que ma faim elle peut ne pas revenir avant 24 heures ou plus en fait. Plus je mange gras, plus je dégonfle. Et en plus je deviens ce que j'appelle extra lucide en fait, je lis l'avenir tellement ma clarté mentale est vraiment exceptionnelle, je devine les mots des gens en fait, c'est un truc de fou. Et les lipides ça va être la nouvelle drogue, hein. Non mais c'est vrai, c'est pas très cher, ça fait des lignes de gras, mais oui, c'est pas très cher, ça se trouve partout, enfin voilà, droguez-vous aux lipides. Mais je dis ça en fait, mais finalement moi, le message que je fais passer, c'est droguez-vous aux lipides, mais si je dis ça à Nadège, elle n'est pas d'accord du tout. Moi, c'est tout le contraire. Voilà. J'ai testé, là, il y a 2 semaines, d'augmenter mes lipides pour voir pendant une grosse semaine, j'ai vraiment augmenté ma portion de lipides par rapport à mes protéines. Je me suis jamais sentie aussi mal que ça. J'ai repris du poids, je me sentais inflammée, j'avais une mauvaise humeur, j'étais fatiguée, je dormais mal. Moi, clairement, c'est en réduisant les lipides et en augmentant plutôt mes protéines que je me sens mieux. Mais j'ai voulu tester parce que tu as dit que toi t'étais vraiment extra lucide quand tu augmentais ton gras, et je me suis dit c'est pas possible, il me faut ça dans ma vie, et j'ai essayé, je me suis fait des bains d'huile, mais moi ça marche pas. Donc vraiment oui, il faut tester.
Et dans l'absolu, finalement, on a toutes les deux raison, en fait, puisqu'on a testé les différents niveaux de lipides, les différents ratios, et finalement, on a trouvé ce qui nous va. Donc, c'est même pas il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Je ne vais pas continuer à dire à Nadège, mange plus de gras. Il n'y a juste pas de repas en commun toutes les deux. Ça va être un peu compliqué. On ne partagera pas la même assiette, en fait, où elle va me piquer toute ma viande et moi, je vais boire l'huile. Voilà, c'est ça. Ça va se résumer à ça, en fait. Oh là là. Bon, ça va, on mange quand même ensemble des fois. Mais, donc en fait, le message principal, c'est que je vous invite à garder en tête votre objectif. Lisez la théorie associée à cet objectif-là, c'est-à-dire lisez par exemple si c'est votre perte de poids, lisez tout ce qui est associé à la cétothérapeutique. Après là, je vais plus donner un conseil plus par rapport à la perte de poids. Lisez la théorie, c'est toujours important. Par contre, je vous rappelle ce que j'ai dit au début, pour savoir si ce que vous lisez est à peu près sérieux. Si ça parle de ratio, de pourcentage, on est plutôt sur la bonne voie. Si ça parle de grammes et quand ça parle de grammes, il faut toujours que ça soit associé à des exemples en fait. À partir du moment où ça vous donne une quantité en grammes fixe pour sans affiner, en donnant une quantité en grammes qui n'est pas personnalisée, moi j'ai envie de vous dire de nouveau, fuyez en fait. Une quantité en grammes, c'est forcément personnalisé. Et même un ratio, ça se personnalise, comme on vient de vous le dire avec Nadège, en fait. Donc, gardez à l'esprit que la théorie, tout ce que vous allez lire, il faudra toujours le personnaliser. Donc, une fois que vous avez défini votre macro en lipides, en grammes, il n'y a plus qu'à la tester, en fait, et à l'adapter pour vous permettre d'en faire, en fait, votre levier et qui va donner les résultats que vous allez espérer. Donc, ne bloquez pas. Commencez par une quantité de lipides et ajustez-la au fil du temps. C'est ça le secret. Merci Ludo. Je pense, écoute, que c'était très clair ce que tu viens de dire. Tester, adapter à votre objectif et à votre vie, quoi. Globalement, c'est ça. Hein. Alors, ensuite, on voulait aborder un autre thème. Les lipides, on en avait déjà parlé. C'est vraiment un macronutriment qui est essentiel pour notre corps parce qu'on l'utilise pour faire plein de choses. N'est-ce pas, Débo ? Oui, alors tu l'as expliqué quand tu en as parlé, Ludo aussi. Les lipides, c'est les graisses alimentaires qui sont dites essentielles pour notre bonne santé. Les lipides vont apporter au corps des acides gras dits essentiels qu'on ne peut pas fabriquer tout seul. En céto, ces lipides, ils seront notre source d'énergie. Donc ça, on l'a bien compris, vous l'avez bien expliqué. Et ça va même être la source d'énergie importante pour le corps humain. Les acides gras qui vont être insaturés sont des constituants majeurs de nos cellules et aussi de notre cerveau. Et ces acides gras vont aussi permettre à notre peau, par exemple, nos cellules, quand je dis nos cellules, notre peau elle est constituée de cellules et elle va être plus élastique, on va moins avoir de rides, on sera un peu plus... on va moins vieillir, ça le gras c'est la vie. Ça, ce qu'on espère. En gros, je vais trouver un mari grâce au gras. D'ailleurs, appel à volontaires. On en profite pour le faire officiellement. Ludo est en recherche active. Désolée, Débo. Oui. Vas-y. Non, comme je disais, notre derme, c'est-à-dire notre peau, elle est constituée d'un ciment qui est dit lipidique. Donc, c'est pas pour rien. Ce qui dit lipidique dit forcément lipide. Donc, on aura une peau beaucoup plus souple et plus élastique. Voilà, plus hydratée, en fait. On ouais. va ça, et peut-être même, elle se régénérera peut-être mieux aussi. Voilà. Et... ouais. Les graisses, ça va aussi servir, après, à d'autres choses dans notre corps. Par exemple, à transporter les vitamines qui sont dites liposolubles, donc qui seront solubles que dans la graisse, donc comme la vitamine A, ou alors la vitamine D qui est très importante, ouais. La vitamine E qui va être anti-âge, ou encore la vitamine K.
D'ailleurs, ça me fait penser, Débo, sur la vitamine D, quand on se complémente en vitamine D, un des conseils, c'est de dire de le prendre dans un repas gras, en fait, pour du coup, je pense, aider à l'absorption de la vitamine D, finalement. Et d'ailleurs, on en trouve souvent en complément alimentaire avec des oméga 3. Ouais. Déjà, dans l'huile, par exemple, l'huile de foie de morue, c'est riche en oméga 3 et en vitamine D aussi. D'accord. Après, le corps, dans le corps, il y a le système hormonal qui est composé du coup d'hormones comme les oestrogènes, la testostérone ou encore le fameux cortisol. Et pour les fabriquer, ces hormones-là, il faut aussi, attention, suspense, des acides gras, donc des graisses. Et ces hormones, elles vont être... on n'a pas tous le même taux d'hormones dans notre corps, c'est variable. Et peut-être que Ludo, elle va se sentir plus lucide, mieux dans son corps quand elle va manger beaucoup plus de lipides, donc une humeur meilleure. Peut-être que ça va jouer sur ça. Après, je suis pas spécialiste des hormones, mais c'est peut-être possible. Et Nadège, elle, ça va être quand elle va en manger moins qu'elle sera plus lucide ou plus énergique ou quoi. Notre corps, il va être aussi, il va avoir vraiment besoin en fait des lipides pour avoir une meilleure peau, moins de carences en vitamines ou encore une meilleure humeur. Donc, quand on fait un régime hypocalorique ou alors faible en protéines ou quoi, en fin de compte, on a toujours des carences. Et ça s'est vu et du coup, c'est pour ça qu'on reprend du poids ou quoi. Et en fait, les lipides qu'on va ingérer, qu'on va rajouter à ces régimes en question, eh bien, ils nous permettent de se sentir mieux et du coup, peut-être de ne pas reprendre le poids parce qu'on n'aura pas nos carences qu'on peut avoir dans d'autres... Complètement. Alors, tu parlais d'humeur, moi, il y a un truc qui me met toujours de bonne humeur, c'est la bonne bouffe. On a compris, hein. C'est... Voilà, c'est clair. Alors, du coup, quel est l'intérêt des lipides d'un point de vue gustatif? Nadège? Alors, quand il s'agit de la cuisine, le type de lipides qu'on va choisir est parfois loin d'être dû au hasard. En effet, on peut facilement penser qu'un corps gras va en remplacer un autre de manière très très simple, mais la réalité est tout autre, surtout en pâtisserie cétogène. Quand une recette demande du beurre et que j'en ai plus dans mon frigo, je vais pas pouvoir automatiquement me dire c'est pas grave, j'ai de l'huile de coco, ça fera très bien l'affaire. Non. Parce que souvent, si une recette requiert du beurre, c'est pour une bonne raison. Elle a besoin du petit lait contenu dans le beurre et donc de ses protéines. C'est pourquoi le beurre est la matière grasse par excellence en pâtisserie, parce que c'est un agent de texture remarquable. Il va donner de l'onctuosité, du moelleux, de la souplesse à une préparation en retenant en fait les bulles d'air incorporées dans le mélange. Et donc elles seront libérées durant la cuisson, ce qui va créer un résultat plus aéré et beaucoup plus levé. Et en termes de saveur, alors le beurre il est parfait pour apporter de la rondeur en bouche grâce à son goût lacté, ce qui fait qu'il va permettre aux saveurs de s'accrocher les unes aux autres de manière harmonieuse. En dehors de la pâtisserie, moi j'aime beaucoup utiliser le beurre, notamment en cristaux de sel. Alors là il y a la tablette qui passe, hein. Souvent je vous cache pas, c'est mon petit péché avec mignon. Des radis. Non, juste le sans beurre. les radis. Sans les radis. Ah ouais non là j'ai toujours des petites plaquettes parce que ça me retient comme ça. En plus le fait de choisir un beurre salé, ça ajoute subtilement une dose de sodium, donc de sel, dans votre alimentation, ce dont on a besoin en alimentation cétogène. Pour cuire des viandes, moi je trouve que le beurre c'est excellent parce qu'il va permettre à mes steaks de bien dorer, de bien caraméliser grâce aux protéines de celles-ci. On arrive comme ça à faire un bon steak bien croustillant à l'extérieur, c'est absolument l'extase. La seule chose à laquelle il faut veiller avec le beurre, ça vous le savez, c'est de ne pas le monter trop haut en température. Parce qu'on le sait, dès que le beurre brunit, il devient toxique pour la santé. Donc il ne faut pas dépasser le point de fumée avec lui, c'est-à-dire à peu près 120 degrés. Si vous souhaitez utiliser le beurre pour de hautes températures, c'est tout à fait possible de le faire. Si on le travaille pour en faire un beurre clarifié, on appelle ça aussi du ghee.
Alors, Guy, pas comme Guy Bedos, hein. Ça s'écrit, je préfère le dire, mais tout le monde ne connaît pas. Guy, c'est G-H-E-E, qui est très connu d'ailleurs dans la cuisine indienne. Et on peut en trouver aussi dans les magasins bio, notamment. Mais je vous cache pas que le prix est exorbitant. Donc c'est l'or. clair. Ah, mais c'est de l'or. Ça a la couleur de l'or, mais ça a aussi le prix de l'or. Attends, mais je crois que j'avais vu un pot de 200 grammes ou je sais pas, 400 grammes. Enfin, c'est 7 euros Ouais, ou un 7, truc 8 comme ça. euros. Au moins, ouais, c'est ce qu'il faut mettre. Hein. Pour 200 grammes plutôt, je pense. Donc moi, je vous conseille de faire votre propre ghee, votre propre beurre clarifié. C'est tout simple en fait. Vous faites fondre très 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 doucement et longtemps votre beurre dans une casserole à fond épais. L'eau va s'évaporer et les protéines du lait et le lactose, le petit lait, vont se séparer. Et il n'y aura plus qu'à les retirer avec une spatule filtrante ou une étamine. Et le beurre clarifié, l'avantage qu'il a, c'est qu'en plus ça ne rancit pas. Et il peut être conservé pendant plusieurs semaines à température ambiante, à partir du moment où il est à l'abri de la lumière ou même au réfrigérateur. Et il a ce petit goût de noisette qui est hyper agréable quand on veut faire de la cuisine, et même de la cuisine salée. Et il supportera au moins les températures très très élevées que le beurre ne supporte pas. Donc il est très très pratique pour la cuisson. Là où le beurre devient nocif, et bien le ghee, lui, il supportera plus facilement la montée en température. Alors moi, si je peux me permettre, j'ai essayé d'en faire, sauf que j'ai réussi à caraméliser le petit lait. Et du coup, je me suis dit, bah c'est pas grave, de toute façon, je vais l'enlever, les petits cristaux à la fin. Et du coup, mon beurre clarifié avait le goût de caramel. C'était très bon, mais intéressant. C'était quand même spécial parce qu'on peut pas l'utiliser. Ouais, je pense En que salé. tu l'as peut-être fait un petit peu trop fort. Oui. Et dans ce cas-là, oui, il aura fallu, je pense, que tu l'as consommé quand même assez vite. Mais après, je l'ai mangé du coup à la petite cuillère. Voilà. Donc le souci est réglé très rapidement. Le souci est digéré. Alors, en ce qui concerne les huiles maintenant, en pâtisserie, on parle notamment de l'huile de coco. Alors, elle peut être classique comme désodorisée. Dans ce cas-là, vous allez être très prudent dans votre choix. Elle doit avoir été désodorisée avec un traitement doux à la vapeur d'eau et non avec un traitement chimique. Et elles sont parfaites pour ceux qui ont du mal, par exemple, avec le goût de coco et elles offrent finalement un goût neutre, donc ça c'est génial. Donc en pâtisserie, l'utilisation de l'huile de coco, elle va apporter avant tout de la légèreté et beaucoup de moelleux. On obtient une texture beaucoup plus fondante qu'avec le beurre. Rappelez-vous, par exemple, la recette que je vous avais proposée, les muffins au chocolat sans farine de l'épisode 3. C'est grâce finalement à l'huile de coco qui était en proportion très élevée que ça se dégustait finalement avec beaucoup de légèreté. Et qu'en général, quand on fait la recette une fois, elle est mangée dans le quart d'heure qui suit. Moi, bizarrement, il y a certains muffins qui ont disparu entre la cuisine et le salon. Hein. Mais du coup, j'ai une question. Tu penses qu'avec du beurre, ils auraient été moins légers, c'est ça que tu veux dire? Alors en fait, dans cette recette-là, il y a moitié beurre, moitié huile de coco. Ouais. Si tu veux mettre que du beurre, effectivement, ils vont être moins légers. Ils auront plus de densité, quelque part. Ok. Voilà. Alors ce qui est bien avec l'huile de coco, c'est qu'elle a un point de fumée qui est un peu plus élevé, ça va jusqu'à 180 degrés. Donc il est possible aussi de faire des fritures sans trop de soucis, en fait. Voilà, donc souvent on utilise l'huile de coco. De la même manière, les matières grasses animales comme le saindoux, la graisse de canard, la graisse d'oie sont parfaites pour les fritures. On s'est même fait une bonne fondue bourguignonne avec les filles en automne dernier en utilisant de la graisse de canard. D'ailleurs, on refait ça quand vous voulez, hein, les filles. Mais tu sais, il y a des plats qu'on mange que quand il fait froid. Donc, on va attendre l'automne prochain. Forcément, on s'étôt comme on veut. C'est comme la raclette. La raclette en juillet, ça n'a pas de sens. Ah là là. Donc, avec ces matières grasses, on reste dans une zone large pour la température. Après, évidemment, l'usage en pâtisserie est moyennement recommandé. C'est une question de goût. Hein. La graisse de canard ou du saindoux en pâtisserie, c'est un peu plus compliqué. Moi, pour ma part, j'utilise ces graisses surtout pour faire revenir mes légumes à la poêle ou dans un wok. Je fais revenir mes courgettes, mes champignons, mes poivrons dans une bonne graisse de canard que j'ai conservée de mon dernier confit de canard. Ce qui donne un petit goût subtil de canard avec mes légumes, j'adore ça, c'est absolument un régal Chantal. Donc j'adore ça. Et puis en ce qui concerne les huiles végétales, moi j'aime bien les utiliser non chauffées, principalement pour conserver toutes leurs vertus et leurs saveurs.
Il est possible pour l'huile d'olive de la chauffer, ça vous le savez tous, pour faire revenir des légumes évidemment. Mais je trouve plus judicieux quand même de l'utiliser à froid pour une salade de roquette par exemple ou de mâche. De même pour l'huile de noix, qui est une de mes préférées, elle est absolument divine. Je peux l'incorporer en partie dans mes pâtisseries, notamment celles qui sont chocolatées, ça va très très bien avec. Mais là où je la préfère, c'est quand même avec une bonne mozzarella et une tranche de saumon fumé. J'arrose d'huile de noix et alors, mon Dieu, qu'est-ce que c'est savoureux. C'est tout simple, hein. 3 ingrédients, l'huile de noix, mozzarella, saumon. Ça marche à tous les coups. Vous ne voyez pas le visage de Nadège actuellement, mais nous on le voit. Il y a de la lumière. Et puis il y a aussi l'huile d'avocat bio, qui est une valeur ajoutée pour vos salades et puis vos mayonnaises maison. Elle apportera aussi toutes les vertus qu'on connaît de l'avocat. Et puis il y a aussi l'huile de lin. Alors l'huile de lin, moi j'adore, je l'apprécie énormément. Elle est ultra riche en oméga 3 et finalement c'est là toute sa force. Par contre, elle a une faiblesse, c'est son extrême fragilité. Alors ça, c'est une huile qu'on ne chauffe surtout pas. On ne la chauffe pas, elle craint la chaleur et elle est facilement oxydable. Donc on doit la conserver impérativement dans un endroit sombre et frais. Au niveau du goût, alors c'est pas mauvais, mais c'est pas non plus le goût le plus extasiant du monde en fait. Voilà, ça peut être un tout petit peu compliqué. Elle est pas mauvaise, hein, mais bon, elle est pas bonne non plus. Donc moi pour l'utiliser, par exemple, je la mets dans la vinaigrette à hauteur de moitié-moitié, par exemple. Moitié huile d'olive, moitié huile de lin, ça passe très très bien. Ou alors je la mets typiquement aussi dans mes œufs brouillés. Une fois que mes œufs brouillés sont cuits et que je les ai servis dans mon assiette, je verse mon huile de lin qui va se chauffer au contact de mes œufs, mais qui n'aura pas été chauffée à la poêle, donc elle ne devient pas du tout toxique. Regardez, je fais juste une parenthèse, ce dont tu parles sur le goût, c'est horrible, mais je vais raconter ma vie, mais mon naturopathe m'a conseillé l'huile de lin. Et du coup, j'en prends une cuillère tous les matins avec une cuillère d'huile de foie de morue, donc je ne vous raconte même pas. Oh la totale. Le cocktail. Oh mon Dieu. En fait. Oh la vache. Tu te fais du mal toute seule là. Il faut pas faire comme ça. Non. Et rajoute à ça un petit peu de potassium bien amer. Tout va bien. Par contre, je suis pas en train de vous conseiller de prendre de l'huile de lin tous les matins. Hein. C'est juste pour vous raconter ma vie. Non, mais il faut que tu la caches. Soit dans une vinaigrette, ou alors tu la caches. Tu la mets sur ta viande. Non, je mange pas de tu manges là, la viande. De la viande, ouais. Donc, tu te fais de la viande, tu te la cuis, tu te la sers. Ouais. Et là, tu verses ton huile de lin. Ouais, je vais essayer. Et tu manges. Comme ça, elle va juste se chauffer légèrement, elle sera pas froide sur ta viande et voilà, ça passe tout à fait bien. Petit coaching, c'est tout. Voilà. Non mais ce qui était génial, c'est que vous le voyez pas, mais nous on a vu la mimique sur le visage de Ludo quand elle a dit je mange pas de salade, ça faisait genre je suis pas un lapin. C'est ça. Le blasphème chez elle. Mais il y a un grand intérêt à consommer l'huile de lin parce que en plus d'être une excellente source d'oméga 3, elle est absolument incroyable. Moi, je la conseille toujours aux gens qui ont un transit paresseux. Ouais. Typiquement, 1 à 2 cuillères à soupe d'huile de lin, ça vous règle le problème de constipation de manière assez étonnante. Dans les 12 heures, c'est bon. Et tant que c'est pas détonnante. Voilà, faut qu'on fasse l'épisode cracra. Mais c'est vrai que ça va mieux en fait. Ben voilà, c'est l'huile de lin, tu vois. Elle n'était pas bonne, mais ton corps a apprécié. Et puis je terminerai avec le beurre de cacao, qui est la matière grasse contenue dans la fève de cacao. Alors le beurre de cacao, il a un goût presque neutre et une très légère odeur de cacao. Il peut être utilisé dans des préparations sucrées ou salées. Alors il donnera pas le goût de chocolat aux aliments. Cependant, moi je dirais que ces notes de cacao le rend plus propice à une utilisation pâtissière quand même. Donc il pourra rendre plus fluide par exemple toutes les préparations de chocolat. Il aidera à réaliser des crèmes glacées, des pâtes à tartiner parce qu'il est assez dense. Ainsi que des chocolats maison si vous voulez faire des chocolats maison. Par contre pour un gâteau qui doit lever, ça ne sera pas la matière grasse la plus adaptée. Hein. C'est très dense, c'est assez lourd, donc ça ne fera pas monter du tout vos gâteaux. Finalement, pour résumer, pour cuisiner vos plats, vous n'hésitez pas à tester et surtout à varier vos sources de matière grasse. C'est en variant que votre cuisine trouvera de nouvelles saveurs. Et encore une fois, comme l'a expliqué Leïla, évitez les matières grasses hydrogénées. Il y a de l'huile de palme souvent hydrogénée dans certains produits, même aussi l'huile de tournesol qui est trop riche en oméga 6 parce du coup ça les rend finalement source d'inflammation. Donc voilà, pour la pâtisserie comme pour la cuisine, une chose est sûre, c'est que le beurre c'est la star.
D'autant plus s'il s'agit de beurre cru bio. Alors moi j'ajouterais avec les petits grains de sel. Et vous verrez la différence. Voilà. Je voulais juste rajouter un truc par rapport à l'huile de palme. Parce qu'en fait, l'huile de palme, c'est une graisse saturée. Et en fait, c'est pas tellement l'huile de palme qui pose problème, parce qu'on peut en consommer, même en céto, on en consomme, mais c'est en fait toute la transformation qu'il y a autour. Et aujourd'hui, cette huile-là, elle a une réputation de merde, voilà, parce que disons-le clairement, parce que, à cause de l'impact environnemental que cela peut avoir, et aussi l'impact que ça, de dépendance que ça crée dans les populations qui cultivent ces plantes-là, et voilà, tout ce que tous les impacts on va dire socio-économiques autour de cette plante. Mais en fait, en vrai, si on utilise de l'huile de palme qui a été produite dans un environnement raisonné avec le respect des ressources en eau, etc., il n'y a vraiment aucun problème à consommer de l'huile de palme. Ce n'est pas un problème de santé, quoi. C'est un problème de... environnement et économique, en fait. Tout à fait. Et après, peut-être que tout le monde ne sait pas à quoi ressemble l'arbre sur lequel pousse l'huile de palme, mais c'est un palmier. Et pour le dire, les noix de coco, c'est aussi des palmiers, en fait. Donc, c'est la même famille. Donc, si on peut consommer de l'huile de coco, c'est qu'on peut consommer de l'huile de palme. Il faut juste s'assurer qu'elle soit produite... de façon propre, bien produite, en fait. et de qualité, qu'elle soit vierge et pas hydrogénée, comme on la trouve dans les recettes. Une huile de palme qui n'est pas hydrogénée, déjà elle est rouge. Et elle est, après, solide à température ambiante, c'est pas le bon critère, parce que finalement, solide à température ambiante, c'est aussi un critère des huiles hydrogénées. Mais l'huile de palme, c'est comme l'huile de coco au final, un peu. Elle est rouge, en fait. Ouais. Si vous avez ça se vend en certains magasins bio, des pains blancs, un peu comme des brines de beurre d'huile de palme, ne prenez pas ça, en fait. Votre huile de palme, elle doit être rouge. Ça se trouve sur Internet, mais elle doit être rouge absolument. Moi, ce qui me choque, en fait, j'insiste dessus sur cette histoire d'huile de palme, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a plein de monde qui dit non mais moi j'achète pas cette pâte à tartiner là parce qu'il y a plein d'huile de palme dedans, c'est pas bon et tout, donc je vais aller acheter la marque concurrente. Sauf que la marque concurrente, c'est des graisses de merde qui sont hydrogénées, et enfin voilà quoi. Donc choisis ton combat. Est-ce que c'est ta santé ou est-ce que est-ce que c'est l'impact environnemental? Donc aujourd'hui, heureusement, il y a des labels qui certifie le côté, on va dire, équitable, respectueux de l'environnement. Donc, si vous avez ces garanties-là, ne vous privez pas d'en consommer parce que c'est quand même une matière grasse qui est hyper intéressante, quoi. Ouais, on sait tous, c'est une matière grasse intéressante. Enfin, moi, personnellement, quand je suis en Afrique, j'en ai chez moi, là, à Paris, mais j'en consomme beaucoup plus quand je suis en Afrique. Et l'huile de palme, en fait, c'est un goût particulier aussi. C'est comme un peu cuisiner la graisse de canard, ça donne un goût certain aux aliments. Mais c'est une huile, en fait, pareil comme l'huile de coco. Moi, ça me rend extra lucide, en fait, comparativement à du beurre ou une autre huile. C'est une huile qui me fait le même effet que l'huile de coco. Voilà. C'était bon à savoir. Bon, moi, je sais pas vous, mais moi, ça m'a donné faim, tout ça. Depuis tout à l'heure, on parle de bouffe, de pâte à tartiner, de beurre, de gâteau. Alors, Nadège, dis-nous ce que tu nous as préparé parce que on veut saliver. Alors, les filles, une question. Est-ce qu'il y a pour vous un bonbon qui vous rappelle votre enfance? Moi, c'est les dragibus. Le noir, dragibus noir. Ou le bleu. Moi, c'est les harlequins. Le petit côté acidulé, là. J'adorais ça. Moi, j'adorais les fraises tagada, c'est trop bon. Ah, la fraise tagada. Alors, ça tombe bien, parce que la recette du jour, elle va te faire plaisir, Débo. Que dirais-tu de déguster une fraise tagada géante en dessert? Oula, géante en plus, mais je te rappelle que les fraises tagada, c'est pas trop cétogène. Attends, rien n'est certain en cuisine, on peut toujours repousser les limites des saveurs. Moi, je vous propose de retrouver le goût de la fraise tagada à travers un dessert à base de fraises. Je l'ai appelé le tagada soufflé. Oh. En plus, comme ça, le level, il est très haut. Et en plus, ça paraît hyper léger comme dessert, ça. Bon, allez, vas-y, dis-nous tout, j'ai trop hâte de connaître la recette. Raconte. Attends, même Ludo attend, c'est pour dire. Attends, je vais mon calepin, je vais noter la recette. Très bien, alors si Débo est prête avec son calepin, on y va. Alors, pour confectionner environ 3 soufflés, il nous faudra 140 g de fraises, 20 g d'érythritol, un peu de vanille en poudre, 2 cuillères à café de farine de coco, 2 blancs d'œufs montés en neige, un peu de psyllium et un peu d'érythritol
en extra. Pour accompagner nos soufflets, on préparera également un petit coulis de fraises rapide avec 80 g de fraises et environ 6 g d'érythritol, selon la quantité et la qualité de fraises que vous aurez effectivement. Donc pour commencer, on s'attaque au soufflet. On commence par préchauffer le four à 180 degrés. Dans un bol mixeur, on tranche les 140 g de fraises qu'on va mélanger avec les 20 g d'érythritol et on les laisse reposer quelques instants. L'érythritol préparera les fraises en leur faisant sortir tout leur jus et elles seront plus à même d'être mixées plus tard. Donc on les laisse de côté et pendant ce temps, dans un saladier, on monte en neige nos 2 blancs d'œufs avec une petite pincée de sel. On les monte de sorte d'avoir une texture bien ferme, bien lisse et un peu brillante. Donc il faut un petit peu tarder dessus. On réserve pour revenir vers nos fraises dans lesquelles on va ajouter 2 cuillères à café de farine de coco et un petit peu de vanille. Là, on mixe jusqu'à obtenir un beau coulis. Et enfin, ce coulis, on le verse sur nos blancs d'œufs qui ont été montés en neige en veillant à mélanger du dessus vers le haut. Notre préparation est prête à passer au four. On va donc utiliser des ramequins. Selon leur taille, vous devriez en remplir à peu près 3. Alors attention de ne pas les choisir trop grands, auquel cas il faudra augmenter le temps de cuisson. On beurre nos ramequins et je vous conseille de saupoudrer dans le fond des ramequins un petit peu de psyllium. En fait, il va absorber le surplus d'humidité qui peut tomber pendant la cuisson. On les remplit à ras-bord et avant d'enfourner, on va saupoudrer le dessus des soufflets avec un petit peu d'érythritol. Ça donnera une croûte absolument craquante et gourmande. Et c'est parti au four, 20 minutes à 180 degrés. Encore une fois, le temps de cuisson est approximatif suivant la taille de vos ramequins. Surveillez la cuisson de vos soufflets, vous allez voir, ils vont monter et monter et monter. N'ayez pas peur, normalement ça ne déborde pas. Alors pendant la cuisson des soufflets, on va préparer le coulis de fraises qui va agrémenter le dessert en mélangeant de nouveau dans le bol mixeur 80 g de fraises et 6 g à peu près d'érythritol. Bon, ça c'est au goût de chacun. Hein. À la sortie du four, vous obtiendrez de magnifiques soufflets tout roses et bien montés. Alors ne vous alarmez pas, vos soufflets ils vont vite retomber, ça c'est une fatalité des soufflets, surtout celui-ci. Mais il n'en reste pas moins bon. Vous pouvez déguster vos soufflets tièdes, arrosés de coulis de fraises, ou encore froids. Alors c'est encore là que je les préfère parce que refroidis, les soufflets, ils auront vraiment un goût qui se rapproche véritablement des fraises tagada. On a vraiment l'impression de déguster un vrai bonbon sucré, mais léger comme un nuage. Waouh, ça a l'air génial. Même moi, ça me conduirait bien à la dèche. En fin de repas, finir avec ce petit truc léger et gourmand là, je l'imagine bien. Je l'imagine bien. Oui, puis ça rappelle l'enfance, si c'est des tagadas bien soufflés, tout roses. Ouais. Et puis c'est vraiment surprenant parce que la légèreté qu'il y a dans ce dessert, c'est vraiment c'est hyper léger et on est vraiment sur un dessert d'été. En plus, avec les bonnes fraises qu'on va avoir dans le jardin, on va vraiment pouvoir en profiter pour se régaler. C'est absolument délicieux. En tout cas, tu nous as vendu du rêve. Franchement, en plus, c'est hyper original et hyper régressif aussi. Ouais. Hein, ça nous ramène en enfance. Donc, c'est hyper cool. On a hâte de tester. Je pense que là, tu nous as toutes fait saliver. La prochaine fois, s'il te plaît, tu prévois des Tupperware et tu nous ramènes pour qu'on fasse des tests. Ils auront tombé, hein. Ils auront tombé. C'est pas grave. T'as dit que c'était beau quand ça même. Se mange. Bon, allez, c'est parti pour la question auditeur. Alors, la question auditeur, aujourd'hui, c'est Adèle sur Facebook qui nous dit « J'aime bien boire un verre de vin certains soirs » et elle nous demande « Cela freine-t-il la perte de poids ?» Alors Adèle, la vraie réponse, c'est que je ne sais pas. J'en sais rien. Je ne sais pas si ça va freiner la perte de poids, surtout dans ton cas, ou dans un cas particulier. Je sais que pour moi, le fait de boire un verre de temps en temps n'a aucun impact sur mon poids. J'ai bien envie d'aller plus loin, un petit peu dans cette question, car c'est une question qui revient souvent. L'alcool est diabolisé dans toutes les approches alimentaires, car ce sont des calories vides, mais qu'en est-il vraiment en ces taux ? Alors, l'alcool est une toxine. Quand on en consomme, la première préoccupation de notre corps, c'est de s'en débarrasser. L'organe du corps qui s'occupe de ça, c'est le foie. Lorsqu'on est en céto, notre énergie provient des lipides. Les acides gras sont soit utilisés tels quels, par les muscles par exemple, soit transformés. On a besoin du foie, là aussi pour opérer cette transformation.
et pour produire les corps cétoniques qui vont alimenter entre autres le cerveau, mais également du glucose, pour alimenter les cellules du corps qui fonctionnent uniquement au glucose, genre nos globules rouges. Le foie, c'est un super organe, mais il ne sait pas tout faire en même temps. Lorsqu'on consomme de l'alcool, la détox passe sur le haut de la pile et il va faire ça en premier. Donc, tant que c'est un verre ou deux, ça va. Mais si on en absorbe beaucoup, ça devient plus compliqué pour le foie. J'ai bien parlé d'absorber car il y a une autre variable à prendre en compte. Quand on consomme très peu de glucides, l'alcool ingéré passe plus facilement dans le sang. C'est pour cela qu'en céto, on a l'impression d'être plus vite pompette et même nous faire regretter certaines fois notre passé glucidique. C'était un peu... Bah, c'est plus simple, quand tu manges des glucides, tu peux enchaîner l'alcool comme tu veux, Voilà. mais Ah c'est bah tôt, oui. un verre et t'es sous la table. Hein. Personnellement, On notera. on fait des économies d'alcool, on en boit beaucoup moins. Pour conclure, la modération est la clé. Il faut savoir détecter sa limite et s'arrêter, car la gueule de bois céto est vraiment particulière. Ah bah c'est clair, hein, t'es léthargique en fait. T'as plus d'énergie. C'est terrible. Ouais. Bon, et ben écoutez, encore un super épisode. Alors, si vous testez la recette, n'hésitez pas à mettre le hashtag #ParlonsCéto pour nous faire saliver devant vos plats. Ou à nos invités. Ou à nos invités, ouais. Franchement, là, vu que c'est les soufflés, moi je dis pas non. Invitez-nous, on mettra le hashtag pour vous. Alors, si en plus vous êtes un homme célibataire, invitez Ludo. Moi, je dis plus rien. Je sais faire la cuisine, je fais des steaks hachés au micro-ondes. Voilà. C'est fait partie de ses qualités. On attend vos questions sur nos réseaux sociaux ou par mail sur parlonsceto@gmail.com. La semaine prochaine, on parlera des sorties parce que c'est les vacances. Et voilà. Donc, à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Salut! Bye bye! Au revoir. Parlons Céto, c'est terminé pour aujourd'hui. Bien entendu, les éléments que l'on partage ici ne peuvent pas se substituer aux conseils de votre médecin. En cas de pathologie, nous vous encourageons à vous tourner vers un professionnel de santé. On se retrouve très vite et on vous embrasse. À très vite, bye bye!